et bienvenue dans ce 101%. Alors aujourd'hui au programme on a la critique flash des lapins crétins partant live, Money Shot, Tokyo Café et tout de suite les news. Dynasty Warriors 7 Extreme Legends est une version revue et mise à jour de Dynasty Warriors 7 exclusive à la PS3. Au programme, de nouveaux objets, un nouveau niveau de difficulté et des mouvements supplémentaires en combat, mais surtout la possibilité de jouer la campagne en coop si vous avez une sauvegarde du jeu normale présente sur la console. Les joueurs pourront d'ailleurs reprendre leur sauvegarde telle quelle. On note aussi la présence de deux nouveaux modes, le mode Legend qui propose de nouveaux scénarios et des versions plus difficiles des précédents combats, et le mode Challenge qui permet de jouer en ligne à 4 avec des défis multijoueurs. Un rendez-vous manqué. Voilà comment on pourrait résumer la projection du concert intitulé Hatsune Miku Live Partie 2011 qui était prévu le 9 novembre dernier au Méga CGR de Torcy. Tous les ingrédients étaient pourtant réunis pour que l'événement soit un succès. Environ 150 personnes ayant fait le déplacement afin de partager ensemble leur intérêt pour Miku et ses consoeurs. Moi je connais Hatsune Miku depuis à peu près 3 ans, plus de 3 ans, oui. D'ici à peu près 2 ans, oui. Oui, on l'a fait à la Japan Expo. Depuis un an et demi. Moi j'ai commencé à étudier le phénomène Vocaloid il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans en fait. J'ai découvert ça en étudiant le japonais et je trouve ça assez fascinant. En fait faut pas rester au niveau du personnage qui est très intéressant aussi en soi, mais tout le phénomène social qui va derrière, la communauté, la création en fait, autant artistique, pas seulement musicale, mais également je dirais les dessins, les vidéos qui sont pour la plupart d'entre elles dignes d'un niveau professionnel. L'association française de Wotage était également présente et proposait aux spectateurs de s'équiper en glow sticks. Hatsune Miku est avec 3 autres personnes et donc comme les autres personnes ont d'autres couleurs, on a les trois couleurs qui représentent ces personnages, justement ces chanteuses. On avait acheté 200 glow sticks, là ça part énormément et rien qu'en sortant j'ai vu un japonais qui est venu voir absolument, il courait pour acheter ses glow sticks, donc pour le moment ça se passe très bien pour nous. Et pour les fans les plus assidus, il était même possible d'acheter des poireaux. Tous les fans d'Hatsune Miku savent pourquoi il y a un poireau, parce qu'Hatsune Miku chante quelques chansons avec un poireau à la main. Donc on s'est dit que ça serait fun d'amener des poireaux, même si on les vend pas, pour au moins en avoir sous la main, quoi. La fête fut donc de courte durée puisqu'une fois les spectateurs installés dans la salle, on leur annonça le report de la projection au 10 et 11 novembre. Manifestement en cause, la clé de cryptage permettant la projection qui ne fonctionnait pas. Pourquoi aucun test n'a été effectué en amont? C'est un des points qui reste à éclaircir dans ce gros fail. Les projections ont finalement bien eu lieu, mais laissent tout de même un goût amer dans la bouche. En effet, certains avaient fait des centaines de kilomètres pour venir, d'autres s'étant arrangés pour se libérer spécifiquement pour la projection. De fait, tous n'ont pas pu assister aux nouvelles séances organisées. L'événement aura au moins permis de mesurer la popularité du Vocaloid et de ses interprètes virtuels en Europe. En effet, organisé en pleine semaine dans un cinéma de banlieue parisienne, rien n'était gagné d'avance. Bref, de quoi espérer un jour en Europe un vrai concert de Hatsune Miku. Là c'est un petit peu, je pense, un sondage de la part de Krypton pour voir le fabricant donc, du logiciel Vocaloid d'Hatsune Miku, pour voir un petit peu quel est le niveau de l'intérêt que l'on porte en France au phénomène. Moi ce que j'attends d'aujourd'hui, c'est clairement que derrière, après, ils voient qu'il y a du monde qui est venu pour la séance cinéma et derrière qu'ils organisent un vrai concert. Et là ça serait top. Avec toutes les nouveautés jeux vidéo qui tombent ce mois-ci, j'ai remarqué que beaucoup de boutiques ont tendance à ne plus respecter la sacro-sainte date de sortie. Il n'est pas rare de trouver un jeu une semaine plus tôt dans les boutiques spécialisées. Ça a été le cas de Modern Warfare 3 ou Assassin's Creed Révélation et même Skyrim. Quand on est un peu pressé de voir sortir un jeu, c'est cool, mais au final on se demande si la date de sortie a vraiment une importance. On regarde la critique flash des lapins crétins partent en live. C'était en 2006. Avant d'envahir le temps, l'espace, la télévision et aujourd'hui votre salon, les lapins crétins n'étaient que des guest stars d'un spin-off de la série Rayman. On garde d'ailleurs un bon souvenir de Rayman contre les lapins crétins qui, en plus de présenter au monde les animaux stupides d'Ubisoft, s'est avéré être un party game drôle et de bonne facture.
5 ans après leur première incursion sur Wii, les Diaboliques Lapins ont depuis doté de nombreuses plateformes de leur compilation de mini-jeux délirants et leur notoriété a même dépassé celle de la première mascotte du développeur français. Pourtant, dans toute leur pérégrination vidéoludique, les ignobles créatures avaient, volontairement ou non, soigneusement évité la console de Microsoft, préférant sans doute les possibilités de gameplay plus originales qu'offraient la DS et la Wii. Seulement, à force de se multiplier sur les consoles Nintendo, le concept, à la base efficace des lapins crétins, a commencé à s'essouffler, ce qui a amené la série à baisser en qualité à chaque épisode. Mais cela n'a pas pour autant fait peur à Ubisoft, qui a vu avec le périphérique Kinect l'opportunité de conquérir un nouveau public. Alors, est-ce que l'appareil de détection des mouvements de la Xbox 360 a permis à la série de se renouveler? Ne tournons pas autour du pot plus longtemps, cette critique sera courte car malheureusement, cette énième party game mettant en scène les infâmes lapins ne mérite pas qu'on lui accorde beaucoup de temps. La campagne promotionnelle aurait pourtant dû nous mettre la puce à l'oreille. Les sourires trop beaux pour être vrais, des joyeux lurons des publicités cachaient forcément quelque chose de louche. Et effectivement, quelques minutes de jeu seulement ont suffi à nous prouver que The Lapin Crétin part en live n'avait pas grand chose pour lui. Pour commencer, le jeu est exclusivement compatible Kinect et par la même occasion cumule tous les défauts que ce système implique. Nécessité d'avoir un grand espace pour jouer, latence et imprécision au niveau de la détection des mouvements. Bref, des imperfections inhérentes à Kinect déjà constatées sur d'autres softs. On aurait donc pu se la jouer magnanime si le reste du soft brillait par son originalité. Mais ce n'est pas le cas. Après avoir navigué tant bien que mal dans les menus mal conçus et peu dynamiques, on se retrouve enfin à enchaîner la trentaine de mini-jeux à l'intérêt limité. Trop longs, trop répétitifs et parfois même mal expliqués, les mini-jeux dans leur grande majorité passeront à côté de leur but premier, nous faire rire. Peu d'entre eux rendent hommage à la créativité pourtant débordante des studios Ubisoft. Et une fois l'effet de surprise passé, on aura bien vite fait d'oublier l'existence de cette compilation dont on se serait bien passé. On notera tout de même quelques idées intéressantes qui ont eu le mérite de nous faire esquisser un sourire, comme les photos apparaissant à chaque fin de niveau, ou la possibilité de s'associer à 3 autres joueurs pour mettre fin à l'invasion des lapins. Mais globalement, c'est l'ennui et la lassitude qui s'imposent. The Lapin Crétin version Kinect est un party game bâclé qui apparaît comme THE épisode en trop. Fadasse et opportuniste, il ne nous donne même pas envie de le conseiller aux amateurs du genre ou aux plus jeunes d'entre vous. Car dans la cruelle jungle des party games, d'autres licences ont infiniment mieux réussi ce que les lapins ont lamentablement raté. Qui a dit WarioWare ? Les distributeurs sont censés avoir un accord avec les éditeurs au sujet des dates. D'ailleurs, certains éditeurs ont aussitôt réagi en punissant les propriétaires de ces copies qui ne devraient pas encore circuler. Je pense aux menaces de bannissement du mode online pour les joueurs de Modern Warfare 3. Et dans cette affaire, ce n'est pas normal de voir que c'est les consommateurs qui est puni, alors que c'est le distributeur qui n'a pas été honnête. On regarde Money Shot. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine se croiseront aussi bien une invasion extraterrestre et une relecture d'un conte de fées avec The Darkest Hour et Blanche-Neige et le Chasseur. Si on vous dit Chris Gorak, ça ne vous évoque rien ? Bah ne vous inquiétez pas parce que nous non plus. Pourtant Gorak est un touche-à-tout puisqu'il a officié en tant que directeur artistique sur Las Vegas Parano, Minority Report, Fight Club et The Barber, production designer sur Blade Trinity et l'excellent Les Seigneurs de Dogtown, créateur d'effets visuels sur Le Grand Saut des frères Cohen et auteur du script du prochain Man on the Ledge avec Sam Worthington et Ed Harris. Il signe donc avec The Darkest Hour son premier long métrage de cinéma après le direct-to-vidéo Right at Your Door. Le film suit un groupe de jeunes américains partis en vadrouille à Moscou. Malheureusement, leurs pérégrinations seront interrompues par une malencontreuse invasion extraterrestre. Mais ce ne sont pas des envahisseurs comme les autres, puisqu'ils sont quasiment invisibles et que leur but est d'emmagasiner toute l'énergie électrique de la Terre. Un prétexte un peu étrange, mais pas plus débile que celui des extraterrestres de cow-boys et envahisseurs. Produit par Timur Bekmambetov, le réalisateur de Nightwatch et Daywatch, d'où le déroulement de l'action à Moscou, The Darkest Hour n'est pas interprété par des acteurs très connus, à part Olivia Thirlby et Emil Hirsch. C'est peut-être pour cela que le film passe sous les radars et peine à soulever un réel enthousiasme, à moins que ce ne soit à cause de la bande-annonce un peu molle et pas très folichonne. Cependant, le concept d'alien invisible voleur d'électricité est plutôt original et peut apporter au film quelques séquences bien sympathiques. En tout cas, ça ne pourra pas être pire que l'horrible Skyline. The Darkest Hour sortira le 11 janvier 2012. Welcome to Moscow. Look at this place. 1, 2, 3.
ça et nous avons... Human casualties are massive. It's impossible to make visual contact. They're absorbing all our power supplies. This wasn't just Moscow. New York, London, Paris, Tokyo, all reported invisible invaders. They came here with a plan. They can see us, but we can't see them. What do they want? Energy, electricity. Oh my god. Get inside! The way it lit up that cop car. Electricity gives it away. Warning devices. Can you fight the hell back? Après le carton de la relecture de Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, Hollywood se lance à corps perdu dans les réinterprétations de contes de fées. Le premier conte ayant attisé les convoitises est Blanche-Neige et les 7 nains, dont 2 projets sont en cours. Mirror Mirror de Tarsem Sings, encore en cours de tournage, et Blanche-Neige et le chasseur qui nous intéresse à cet instant. Cette réinterprétation reprend les bases du conte de Grimm en lui apportant un côté plus spectaculaire et épique. La reine maléfique tire son pouvoir de sa beauté et sa jeunesse qu'elle vole aux jeunes et belles femmes du royaume. Cependant, son règne est menacé par Blanche-Neige, une jeune femme dont la beauté surpassera la sienne. Menacée, elle enverra son homme de main, le chasseur, pour lui ramener le cœur de la belle. Mais celui-ci feindra d'accepter la mission et au lieu de tuer Blanche-Neige, il la prendra sous son aile et lui enseignera les arts du combat et de la guerre. Tous deux et accompagnés des 7 nains, ils lèveront une armée pour renverser la reine. Interprétés par Kirsten Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Ian McShane, Bob Hoskins, Toby Jones, Lily Cole, Ray Winstone et Nick Frost, Blanche-Neige et le chasseur est le premier long métrage de Rupert Sanders qui s'était fait connaître grâce à ses réalisations publicitaires pour une marque de déodorant et Halo ODST. Les premières images donnent vraiment envie avec un côté plutôt sombre et un petit souffle épique se dégageant de ce premier teaser. On aura bien sûr le temps d'en voir plus avec les prochains trailers, mais ces premières impressions sont plutôt bonnes. En espérant qu'elles se confirmeront lors de la sortie du film prévue pour le 30 mai 2012. Do you hear that? It's the sound of battles fought and lives lost. It once pained me to know that I am the cause of such despair. But now, their cries give me strength. Beauty is my power. Mirror, mirror on the wall. Who is fairest of them all? You are the fairest, but there is another destined to surpass you. Consume her heart and you shall live forever. Find me someone who doesn't fear the dark forest to hunt her down. Why is she of such value? That is none of your concern. If I refuse? Lips red as blood, hair black as night. Bring me your heart, my dear, dear Snow White. Pour finir, voici un nouveau trailer des Immortels pour rappeler la sortie du film de Tarsem Sins la semaine prochaine. I will end the reign of the gods.
Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. One human who could lead them against Hyperion, it would be Theseus. He does not fear danger. He fears only the failure to defend his freedom. The gods have given me vision. I cannot change the future. You can. Seal the gates and prepare for war. Now I unleash the Titans. Fight for honor! Fight for your children! Fight for your future! Fight for immortality! I have faith in you. Prove me right. Alors, qu'est-ce que gagne une boutique à sortir un jeu plus tôt que prévu? Quand je pose cette question aux vendeurs, la plupart me répondent que c'est pour leur espace de stockage qui n'est pas très spacieux. Bon, c'est sûr, si on prend par exemple l'édition collector de Skyrim, qui est énorme, ça se comprend, mais c'est pas la seule raison. Ça leur permet aussi d'assurer les ventes auprès des acheteurs pressés, ou encore de damer le pion à la vente en ligne, qui propose parfois des prix bien plus alléchants, mais qui reste handicapé par les contraintes de la livraison. On regarde Tokyo Café. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka! 私はオルレアンに来ました。オルレアンに来ましたのは何といってもジャパンエキスポサントルのために来ました。早速会場チェックしたいと思います。さあ、ではサクサクとちょっとね回ってみましょう。あ、もちろんね、漫画カフェさんも来てますよ。まずMerci Suzuka. イエーイ Merci. ありがとう。あったる。お客さんとのね、こういう交わりも楽しいですね。他になんかね、ちょっと面白いものないかちょっと探したいと思います。ね、ゴシックの衣装も売ってます。あ、私ね、あれが好きなんだよ。最近ね、すごく見かけるのが、アクセサリー、こういうちょっとね、可愛いお菓子とかのね、アクセサリー売ってるんですよ。これ欲しい。私後で買いに来ようかな。ブーアクセプテキャプトブルー。オッケー。次はどんなのがあるかな。こんにちは。あれ、どちらから？パリからです。パリからわざわざこのために。いやー、これならもうね、安心して食べれます。ねえ、ほんと美味しそう。これね、簡単遊んでみるけどね、回すの難しいんですよ。私はできません。これあれですか？キネクトで遊んでます？もしかして。これキネクトありますか？これはみんなエアーキネクトやってますよ。エアーキネクト。まあね、ゲームコーナーにはもう必ずと言っていいほどレトロゲームが置いてあります。もうね、レトロゲームがないね、コンモーションなんてないと言ってもいいんじゃないでしょうか。懐かしのぷよぷよを遊んでますね。多分レトロゲームを若い子にとってみたらまたね、新しいゲームに見えるのかもしれないかな。どうかな。バーチャコップ遊んでますね。バーチャコップ教えて、アレックス。バーチャコップはね、菅さんの菅さんからのすごくかっこよかったゲームです。当時はかっこよかったけど、今はちょっとね、微妙になっちゃったね。私なんかでも遊んだ記憶があるよ。一緒に遊んだっけ。もうね、みんな今かとアップリフトスパイス待ってます。そろそろショーケースが始まるんじゃないでしょうか。
ジャパンエクスポセントラルですね、いかがだったでしょうか。私ね結構ね食べ物とかコンサートとかかなり充実して満足だったので、もしかしたらこれはビルパントを超える日がやってくるかもしれない。フブネッカンブブレ。Cela m'a surtout rappelé que le choix d'une date pour la sortie d'un jeu n'est pas un choix sans importance. En règle générale, c'est en fin de semaine, juste avant les week-ends, jeudi ou le vendredi. Il suffit de regarder un calendrier des sorties pour voir que les vendredis sont très chargés. Ça tient aussi compte de la logistique, des temps de livraison aux boutiques. Ça dépendra aussi des jeux, de la concurrence. Un petit jeu qui sort le même jour qu'un jeu AAA risque de passer complètement inaperçu. Alors s'il y a bien une chose qu'il faut respecter, c'est bien la date de sortie. Et je vous dis à la prochaine.